Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 4 des 3 fois plus puissantes avec Ashley, Nina et moi-même Sophie. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet brûlant et qui nous anime tout autant que les précédents, la culpabilité. Alors déjà la première chose que j'aimerais dire c'est que la culpabilité m'affecte en ce moment même puisque voilà 2 heures que nous aurions dû commencer l'enregistrement de ce podcast et que je parle et que je fais part de mes états d'âme à mes amis et que je retarde l'enregistrement de l'épisode. Mais en réalité, est-ce que je le retarde ? Non, tout ce qui doit être fait est fait dans le juste moment. Et je suis sûre que cet épisode aujourd'hui va parler à beaucoup de monde car plus particulièrement, j'ai presque envie de dire, sans vouloir genrer l'épisode, aux femmes. Mais bon, elles ne sont pas les seules concernées. On va pouvoir parler de ça ensemble à partir de maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker, partager et continuer à commenter sous chacun de nos épisodes, peu importe la plateforme que vous utilisez. C'est parti, la culpabilité. Nina, tu es là, tu es en face de moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? On va commencer par toi. Mais il y a tellement de choses à dire, je pourrais ne pas m'arrêter. Je reprendrai la parole, bien évidemment, sur ce sujet qui m'est si cher. La culpabilité, ouais, ça fait 2 heures qu'on est dessus et 2 heures que je me rends compte combien c'est un sujet qui m'affecte aussi. Parce que je pense que dans tout domaine de vie, c'est présent, la culpabilité déjà. Mais moi, là où personnellement, je vais commencer par le perso, je sais pas pourquoi, là où ça m'affecte le plus, c'est vis-à-vis de mon cheval. Parce que c'est une responsabilité dans ma vie, c'est le plus grand rêve de toute ma vie. Depuis toute petite, si j'ai un rêve, c'est j'ai mon cheval et après je peux mourir tranquille. Enfin vraiment, c'était ça, tellement viscéral que les jours où j'ai pas trop d'énergie, les jours où je peux pas le voir parce que c'est remplacé par autre chose dans mon planning, que ce soit du pro ou du perso, et ben je me rends coupable. Et je me dis, mais tu te rends compte, tu vas pas le voir alors que c'est le rêve de toute ta vie, mais tu te rends compte comment il va vivre lui, alors que lui il va très bien, je le sais, et même en communication souvent c'est un peu rude parfois de l'entendre, mais t'es qu'un bonus à ma vie. Alors c'est génial de te voir, mais en fait j'ai pas besoin de toi pour vivre ma vie de cheval. Bien, mais oui après il est en pré, tout ça, il est pas en boxe, bien sûr, il y a des conditions réunies, mais je veux dire... ça m'a fait du bien et en même temps ça m'a un peu percuté parce que je me suis rendu compte que je construis ça en fait, je construis ça parce que lui techniquement il m'en veut pas, donc pourquoi je construis ça ? Et il me l'a très vite fait comprendre par son comportement, puisque les fois où je vais le voir et que finalement au fond de moi je sens que c'est pas juste mais que c'est la voix de mon mental qui me dit si, vas-y, lui c'est oreille en arrière, j'essaye de te mordre, alors qu'il est pas comme ça. Et je sais que je l'entends, et ce que je disais aux filles, avant même de commencer la com animale, j'avais cette voix qui me disait « rentre chez toi ». Et je sais que ça venait de lui, de son attitude, de son énergie, de ce que je captais de lui. Et je me rends compte de ça, quoi. Et en fait, je me dis « mais c'est ouf le poids que je m'impose à moi toute seule ». Parce que cette situation, elle pourrait créer tellement d'apprentissage, tellement de choses bénéfiques. Mais non, moi j'ai décidé d'en retirer ça. Et c'est là que revient aussi la partie créatrice. C'est à partir de quel moment tu décides, toi, de te dire « je m'impose ça ». Mais sauf que on le reconnaît pas toujours parce qu'on peut être à côté de nos ressentis. Et Ashley, j'ai envie de te passer la main là-dessus parce que tu parlais exactement de comment ça se passe dans notre corps, pourquoi on ressent de la culpabilité. Je trouve que c'est intéressant de l'exposer là. Ouais, de commencer direct par le corps puisque c'est notre premier messager et qu'on a tellement tendance à l'oublier. Oui, exactement. Et alors, justement, j'en suis venue à cette définition. On en parlait justement dans notre questionnement. Comment on fait pour en finir avec la culpabilité ? Comment on dépasse ce sentiment, qui en est un, en fait, et surtout, comment il se manifeste ? Alors ça, c'est super intéressant. La culpabilité se manifeste par une coupure. Coupable, qu'il peut être coupé. Donc en fait, la culpabilité se manifeste très souvent par une coupure avec son propre ressenti. Soit une impression de vide, soit une sorte de malaise, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient en fait. On est incapable d'accueillir notre ressenti. Donc ce qui se passe, c'est que ça peut créer un moment où on se dit « je ne ressens plus rien » ou « je ressens quelque chose d'énorme, mais je suis incapable de dire si c'est de la tristesse, de la colère, je n'en sais rien en fait. Je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, parce que presque j'ai l'impression que je ne ressens pas. » Alors ça s'explique totalement. La culpabilité, c'est quand il y a un désalignement, une coupure entre ce qu'on ressent dans notre corps
et ce qu'on pense dans notre tête, dans notre mental. Donc quand la voix mentale, elle vient dire quelque chose qui est à l'opposé de comment on se sent, là, il y a un problème. Les chevaux, Nina, ils ont horreur de ça, t'as raison. Et ça, ils nous le montrent tout le temps, avec souvent des comportements assez virulents, comme la morsure, hein, qui provoque aussi une coupure, quelque part, qui vient te marquer dans la chair, qui vient te marquer dans le corps. Et justement, hein, pour te ramener au corps, ils le font vraiment très souvent. Hein, quand on m'appelle pour des soucis de morsure, il y a tout le temps de la culpabilité derrière. Et même moi, avec un de mes chevaux, j'ai jamais eu de problématique auprès quand j'allais le voir. Et à un moment donné, j'ai voulu le confier. Bien sûr, ça a créé quelque chose en moi. Et quand j'ai été le voir, poum, il a essayé de me mordre, ce qu'il n'avait jamais fait. 2 jours plus tard, quand l'idée de le confier a été visiblement largement apaisée et sortie de ma tête, plus aucun problème. Donc là, on est d'accord que, en fait, à ce moment-là, on se demande si c'est un message du cheval « je veux pas être confié » ou si c'est « en fait, regarde comme tu vibres, hyper pas aligné, t'as un problème là. Il y a quelque chose qui me gêne dans ton énergie. Il y a un problème, tu es contre toi-même. Donc comme tu es contre toi-même, quelqu'un d'autre va être contre toi aussi. On est d'accord, va te faire du mal comme tu te fais du mal. » Donc du coup, c'est pour ça que cette définition vraiment... Enfin, pour moi, la culpabilité, elle se définit comme ça, elle se ressent comme ça, elle se ressent justement par un manque de ressenti ou par une incompréhension à l'intérieur de soi. Et elle est due à une opposition entre ce que dit la voix du mental et ce qu'on ressent. Là, Nina, tu ressentais clairement pas forcément une très grosse envie d'y aller parce que peut-être une fatigue, un besoin de te reposer, un besoin de faire autre chose parce que des impératifs autres. Mais ton mental est venu te dire, dans ta voix morale, quelque part, non, c'est pas bien. Non, tu es ingrate si tu fais ça, tu profites pas de ton propre bonheur, c'est pas juste pour lui, c'est pas juste pour toi, enfin, peu importe, toute une sorte de morale, de valeurs qui viennent rentrer en jeu et donc qui sont en opposition avec ton ressenti qui est clairement pas vraiment la motivation, l'énergie. Et là, le cheval, il a horreur de ça et il te le montre. Tout à fait. Ah ben oui. C'est marrant parce que je parle rarement de mes chevaux dans nos podcasts, mais là, je sais pas pourquoi il doit y avoir une grosse énergie équine ce matin dans nos échanges, puisque, tu me diras, on a déjà bien balayé en off tout le reste de ma vie. Quand je vous entends parler et que je vois ça, mais je pense à Paprika, qui était mon premier cheval que j'ai acheté. Je devais avoir à peu près ton âge, Nina. J'avais la vingtaine. Et je me souviens que les premières semaines où je l'ai eu, je culpabilisais tellement de ne pas être 24 heures sur 24 avec, que j'allais de nuit à l'écurie où il était en pension pour vérifier que tout va bien. Et un jour, Nano, le propriétaire de l'écurie où j'étais avant, donc c'était à l'époque où j'étais dans une équitation très classique, Paprika était au box, voilà, et il est sorti avec le fusil en pensant que j'étais un cambrioleur. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je viens voir Paprika, être sûr qu'il va bien. Mais la nuit, il dort, en fait, donc laisse-le tranquille. Et toute ma relation à Paprika a été basée sur ça, mais c'est ça qui est terrible, c'est que je l'ai eu pendant 3 ans. Puis après, j'ai culpabilisé énormément parce que je démarrais ma carrière dans l'hôtellerie à Genève et j'ai dû m'en séparer, donc je l'ai laissé dans un pré, donc culpabilité maximum, puisqu'à l'époque, pour moi, le pré, c'était pas une bonne chose qu'il soit dans un pré avec un troupeau, personne ne pouvait s'en occuper, personne ne pouvait lui donner des bonbons dans son box, donc culpabilité pendant des mois. Ensuite, il a été récupéré par une écurie où il a fait du club. Culpabilité de le laisser et de ne pas être capable de. Je suis coupable de mon incompétence. Pendant 10 ans, culpabilité à mort de l'avoir laissé partir, mais au point que j'en rêvais au moins une fois par semaine que j'allais rechercher mon cheval. L'opportunité s'offre à moi, je rencontre Ashley, je change complètement ma vision du cheval. Paprika part à la retraite la même année, donc 10 ans plus tard, il y a 3 ans en arrière. Je le récupère, je vis ce que j'ai à vivre avec Paprika, une pré-retraite et des aventures et une ouverture, une conscientisation sur l'équitation merveilleuse. Merci Ashley. Et là, vient le moment où en fait je réalise que c'est la culpabilité qui m'a porté à aller le rechercher et que malgré ce qu'il m'a apporté, je n'ai pas plus de lien, ce lien que j'avais sacralisé, que j'avais imaginé, que j'avais je trouve pas le mot, surinvesti peut-être, etc. En fin de compte, c'était
c'était pas ce que je voulais. Paprika et moi, ça a toujours été la guerre, en fait. Tous mes accidents physiques, moraux, psychologiques, c'est Paprika qui me les a provoqués. J'ai fini, la dernière fois que j'ai monté Paprika, j'ai fini chez les pompiers avec 2 côtes pétées parce qu'il a foncé dans une haie et qu'il m'a mis par-dessus. En gros, il était tellement intelligent, il m'a fait passer tellement de messages. Et quand j'ai voulu le vendre, m'en séparer la première fois, il était déjà plus vieux. L'année de ses 19 ans, l'année de ses 20 ans. À chaque fois, j'étais prise d'une telle culpabilité que, tu me le disais toi-même, Ashley, il partait pas, personne ne venait le voir. Et là, il y a très peu de temps, avec un long travail sur moi-même et sur ma culpabilité, j'ai dit, je ne peux plus et je ne veux plus. C'est horrible de prononcer cette phrase. Je ne veux plus. Tu vois, c'est là, le poids de la culpabilité, il est monstrueux. Je ne veux plus. Je te coupe, c'est horrible. Là, on est clairement dans la culpabilité. Ouais. Vois, ce que je ressens est horrible. Ouais. Ah ouais. Alors là, il n'y a rien de pire pour se mettre là-dedans. C'est exactement ça la culpabilité. Ce que je ressens est jugé. Horrible. Par moi-même. Par mon mental. Par ce mental horrible, par cette voix qui prend le dessus. Voilà. Et pour autant, quand il a trouvé sa nouvelle propriétaire Laura et qu'elle est venue le voir dans le pré, mon cheval avec qui je n'avais jamais réussi à avoir la moindre connexion émotionnelle, c'était toujours une connexion, je pleure plus, mais tout à l'heure j'ai pleuré quand je l'ai raconté, une connexion de guerre, de je te mords, je te mets par terre, je te fais mal, je te marche dessus, je te donne des coups de cul. Il est venu se poser contre moi, il a posé sa grosse tête sur mon corps, sur mon cœur, et il m'a dit c'est bon maintenant, laisse-moi partir en fait, délivre-toi de ça. Et je pense que ça parlait d'une culpabilité, mais tellement plus énorme, il en était là. La représentation, et c'est ce que j'exprimais à Nina, je l'ai entendu me parler, je suis pas du tout dans la communication animale, mais il m'a dit merci, maintenant laisse-moi. En gros, libère-toi. Le mot que j'ai vraiment compris, c'est on est libre, quoi. Et lui, maintenant, il vit sa petite vie, heureux, avec cette jeune femme qui est venue le chercher. Et moi, voilà, c'est la résilience. C'est notre dernier sujet. On aura le temps d'en parler dans notre prochain podcast. Ça me ramène à tellement de choses vis-à-vis des gardiens que je peux rencontrer dans mon métier. Et il y a un animal qui a transmis il n'y a pas si longtemps vis-à-vis de ça. La culpabilité, c'est une prison mentale dont toi seul as la clé. Ouais, wow. C'est pas faux, mais en même temps, en tant qu'humain, et on le disait tout à l'heure les filles, c'est qu'on est dans une société où être coupé de ses ressentis, c'est devenu la norme. J'étais prof et je trouvais ça fou de voir l'évolution à l'école. On est au collège, on a des cours d'art plastique, on a des cours de musique, on fait place à des choses artistiques qui sont plus propices aux ressentis qu'aux mathématiques, soyons d'accord ? Au lycée, c'est supprimé. Toutes les heures d'art plastique, elles n'existent plus, elles sont remplacées par des sciences. Toutes les heures de musique, tout ça, en fait, c'est comme si on nous disait bon, bah maintenant t'es grand, tu passes à un niveau supérieur, donc si tu veux évoluer, si tu veux passer au niveau d'après en classe, mais soyons clairs, hein, c'est dans la société. À l'école, ce qui se passe, c'est comme une mini-société. Bah, si tu veux évoluer dans la société et passer au niveau d'après, il faut que tu te coupes de l'art, il faut que tu te coupes de tes ressentis et que tu sois dans la science, dans la rationalisation, dans le mental. C'est que ce qui compte. Sinon, t'es un petit, sinon t'es un enfant. Ben, en fait, on grandit avec ça. On grandit sans cesse avec ça. Et donc, forcément, quand plus tard, on nous dit que ce qu'on ressent, ça a une valeur, que ce qu'on ressent, ça nous permet de nous libérer de cette voix du mental, et on en rigolait tout à l'heure, moi, elle a la voix des filles de Rituals, là, c'est qui dit... Ouais, la voix de la banquière, là, et toi, Ashley, c'est ça, la voix dans ta tête, un peu elle a rigide, quoi comme voix ? qui va me dire, mais pourquoi tu fais ça, hein ? Tu vois, là, cette voix-là. Tant qu'on n'a pas identifié que cette voix, c'était pas la voix de notre corps, que c'était pas la voix de notre cœur, mais qu'est-ce qu'il est dur de s'en libérer. Mais parce qu'on a grandi de base avec notre corps en accord avec notre cœur et avec d'ailleurs accord, je trouve ça rigolo, c'est-à-dire qu'il y a un accord, ça c'est rigolo, mais en même temps je me dis c'est fou parce que finalement on a fini par se détacher et il y a un côté où on passe par l'école, hein, je pense que c'est souvent le déclencheur de poup, tu te désalignes, ton mental il va dans un sens et ton corps, ton cœur court dans l'autre. Et en fait, c'est ça qui finalement crée, comme tu disais Ashley, cette grosse faille et dans laquelle on s'engouffre si facilement. Parce que quelque part, et ça je vous en parlais vis-à-vis de mon métier, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est aussi une manière de continuer à exister. C'est aussi une manière de dire, je ne m'en fous pas de ce qui arrive, et du coup ça permet de mettre de la valeur aux événements en y associant de la culpabilité. Exemple. Il m'arrive très fréquemment d'être en proie à des gardiens qui se sentent extrêmement coupables d'avoir fait euthanasier leur animal.
j'aurais pas dû, peut-être que... Enfin, tout ce qu'on disait, c'est horrible parce qu'en fait, il était encore plutôt bien. Et puis, si ça se trouve, il aurait pu vivre 1 an de plus. Oui, bah avec des si, hein. Mais ça, ils veulent même pas l'entendre. Si je leur dis ça, ça sert à rien. Avec des si, tu peux refaire ce que tu veux. Ça leur fait pas du bien. Par contre, quand les communications avec l'animal, souvent, révèlent des choses formidables vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de qu'est-ce que ça vient toucher chez eux, c'est cette culpabilité. En fait, si d'un coup, après cette euthanasie, tu t'étais autorisé à être soulagé, comme ton corps te le transmet. Ok, c'est un soulagement, il s'en va en paix. Bah, quelque part, t'as cette petite voix du mental qui vient dire « Mais ça veut dire que je m'en fous de son décès. Mais ça veut dire qu'en fait, mon animal, il est parti. Mais j'ai pas le droit de me dire que je suis soulagée que mon animal s'en aille. » Et boum, comme Ashley, tu disais, le mental dit quelque chose, le corps en ressent une autre. Coupure. Et là, la culpabilité fait que c'est une manière pour les gens de se raccrocher au fait de « Non, mais je m'en fous pas de sa mort. » Tu vois, si je me sens coupable, c'est que paradoxalement, je le suis pas du coup. Et waouh, pour sortir de là, il faut quand même un sacré recul, une sacrée reconnexion. Et ça demande parfois un travail de plusieurs années si ça se fait seul. Mais comme on le disait, il y a aussi des thérapeutes, certaines personnes qui permettent d'aider, parce que mettre le doigt sur tout ça seul, franchement, on le dit, hein, c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école, bien au contraire. Ce que tu racontes me fait penser à un truc, alors même si j'ai plein de petites notes, du coup je rebondis quand tu parles de la mort, et ça c'est impressionnant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les humains qui ont du mal à faire le deuil, c'est que la réalité, et c'est pour ça que culpabilité est aussi beaucoup reliée en médecine chinoise avec l'énergie de la tristesse et donc des poumons, intestins, etc. Parce que quand on perd quelqu'un, on a beau être dévasté par la tristesse, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on continue à vivre, donc on va continuer à prendre du plaisir à manger, à boire, à vivre, on va rigoler, on va rire, on va vivre des bons moments, et en fait la personne va se sentir extrêmement coupable, parce que dans sa tête c'est mais comment est-ce que je peux encore ressentir cette joie d'exister alors que la personne que j'aimais est partie. Et ça c'est justement vraiment l'illustration parfaite de comment la culpabilité peut être générée, c'est qu'en fait on continue à ressentir, et en fait on veut plus ressentir, parce qu'on veut plus ressentir de la joie, alors qu'on estime au niveau du mental que c'est pas possible compte tenu de ce qui s'est passé et que cette personne, elle, ne peut plus le faire. Puis c'est très culturel. Et c'est très culturel. Du coup, ça me fait venir au fait que quand tu disais cette voix du mental, en fait, cette voix du mental qu'on associe à soi, au jeu, on l'a dit dans tous les podcasts, je crois, mais je vais le redire dans celui-ci, on ne sait jamais. C'est l'ensemble de vos croyances, c'est dû à votre langage, à votre culture, à vos croyances, à ce que vous avez appris de vos parents, appris de l'école. En fait, on est comme... on s'imprègne au niveau du mental de tout ce qu'on voit, donc de nos modèles, de tout ce qu'on entend, et donc en fonction de notre culture, de notre langage, de tout ce dans quoi on va être complètement bercé, baigné, imprégné. Et alors du coup, c'est pour ça que quelqu'un qui va naître à Bali ne va pas avoir le même rapport à la mort, et eux, ils vont s'autoriser à revivre du bonheur, à ressentir de la joie, à faire la fête malgré la disparition du proche. C'est très culturel, ça c'est clair. Ça illustre vraiment parfaitement ce phénomène, comme tu dis, de coupure, de scission, d'un côté le cœur, le corps, et de l'autre côté le mental. Et alors comment on fait pour faire en sorte que tout puisse se rejoindre, quoi, hein, c'est vraiment la question. Et tout à l'heure, vraiment, j'ai écrit cette phrase parce que je pense qu'elle est importante, c'est que le mental, il a un temps de retard en fait sur le corps. C'est comme si le mental, il ne voulait pas accepter ce que le corps sait déjà. C'est incroyable, c'est la phrase qui est écrite dans ma cuisine et tu la prononces là. J'ai un tableau dans ma cuisine où il y a écrit « Le temps du corps n'est pas le temps de l'esprit ». Exactement. Et le corps sait, mais ton mental ne veut pas l'accepter. Ouais. Et voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose qui était horrible pour moi dans ma grosse période de culpabilité, parce que je crois que je l'ai exploré quand même de manière très puissante aussi dans ma vie personnelle. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation, et quand on me disait « Mais en fait, tu sais », je me disais, mais arrête de me dire que je sais, alors que je ne sais pas. Tu sais, Ashley, mais tu sais. Tu trouves quelqu'un qui te dit, mais au fond de toi, tu sais déjà, mais tu veux pas prendre ta décision. Mais quand t'entends ça et que t'es dans le moment, tu trouves ça insupportable. Parce que t'as l'impression que tu ne peux pas capter l'information. Parce que tu es coupé de ton ressenti. Donc en fait, tu ne sais pas. Puisque, oui, ton corps sait, mais la scission vient du mental qui est en résistance. Donc de toute manière, tu ne peux pas accéder. Et c'est vrai que quand tu commences à déjà prendre conscience que si tu peux pas accéder à l'information et que tu te sens vraiment mal avec toi-même, il est probable que tu souffres de la culpabilité. Déjà, tu commences à te rapprocher petit à petit de ton cœur, de ton corps et de ce qui se passe.
J'ai envie de l'illustrer encore avec d'autres exemples parce que je pense que c'est super important pour que chacun puisse prendre J'ai conscience. déjà tous mes prochains exemples. Ah bah génial. Je pensais aux enfants parce qu'on en parlait. Je voulais aborder ça. Ouais, J'en ai pas, mais vous, ce que vous me disiez, ça me... Waouh. Ouais, c'est super important. Puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui nous écoutent, plein de parents qui nous écoutent. Et en fait, on a tendance à vraiment se culpabiliser extrêmement pour les enfants. La raison, c'est qu'on est censé, au niveau du mental, les aimer par-dessus tout, les faire passer en priorité, les rendre vraiment heureux au maximum, être tout le temps avec eux, faire le maximum de choses avec eux. Et en fait, le ressenti, c'est que oui, effectivement, au niveau de notre ressenti, on les aime de manière complètement incommensurable. Est-ce que parce qu'on aime un être de manière incommensurable, on arrive à être systématiquement dans le ressenti joie, à chaque instant, à chaque moment partagé avec eux? Non, parce que évidemment, on est des humains, donc on ressent énormément de joie pour d'autres choses, de l'attrait pour d'autres choses. Est-ce qu'on est censé être 100% dans le présent, tout le temps avec nos enfants au maximum? Pas nécessairement. En fait, ça, c'est la voix du mental qui vient vous rappeler à chaque fois que vous êtes en train de faire autre chose. Mais même, malheureusement, quand vous faites le ménage, la cuisine, en fait, en tant qu'adulte, on a des tonnes de choses à gérer. Et donc, on va tout de suite se mettre la petite voix quand on n'est pas en train d'être exactement le parent imaginaire parfait qu'on avait visualisé avec nos enfants, que du coup, on n'est pas bon pour eux. Qu'on est toxique pour eux, qu'on n'est pas assez là pour eux, qu'on les abandonne, qu'ils vont se sentir frustrés, abandonnés, pas suffisamment aimés. Or, l'enfant ne le sent pas du tout comme ça. Ça, c'est une création que nous, on s'est fait pour se culpabiliser et continuer à se flageller soi-même pour ne pas être cet humain parfait. Ça s'apaise au moment où on accepte de simplement ressentir, d'accepter que ce qu'on ressent est là. On ressent de la frustration? Ok, il y en a. Je vais réécouter ce passage 100 fois, je pense. Il y en a. Non, mais ça veut pas dire que je n'aime pas mes enfants. Ça veut dire que peut-être là, maintenant, j'ai d'autres besoins qui ne sont pas satisfaits. Et que donc, du coup, ça prend le dessus sur mon corps. Ce qui veut pas dire que je n'aime pas mes enfants. Et en fait, en acceptant qu'il y a de la frustration qui n'a rien à voir, il y a déjà une forme d'amour vers soi-même. La reconnaissance, c'est de l'amour. Si je reconnais ce qui se passe en moi, je vais pas agresser mes enfants sans le vouloir, parce qu'en fait, je me sens pas du tout coupable vis-à-vis d'eux. Je sais que ça n'a rien à voir avec mon incapacité à être parfaite ou à les aimer. Ça a à voir avec le fait que j'ai d'autres besoins qui sont pas satisfaits. C'est très compliqué ça pour moi. Très compliqué. C'est vraiment... j'ai tellement à cœur. Alors moi, on rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que je suis maman solo, que j'ai adopté mes filles toute seule. Et que du coup, je me mets... Alors comme j'ai énormément souffert de mon enfance, voilà, pour des raisons multiples, on n'est pas là pour accabler qui que ce soit. J'ai très très à cœur que mes enfants, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme impression parfois quand on me voit, parce que je suis un petit peu rigide Schwarzkopf quand je cadre mes enfants, mais j'aimerais les faire grandir dans une bulle de coton où jamais elles n'auront à ressentir et à vivre ce que leur maman a vécu. Et je me mets une pression. Vous savez, c'est quand même assez fort, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts, donc je vais pas trop le développer ici. Je vous invite à aller les écouter tout simplement sur mon parcours de maman adoptive. Et puis je crois qu'Ashley t'as quand même résumé l'essentiel, donc je vais pas faire du répétitif. Moi, on sait que j'adore donner des exemples en ce qui concerne les hommes. Et oui, vous y attendez, Sophie va nous parler d'une de ses aventures. Et c'est trop incroyable parce que je fréquente Ashley et Nina de manière très régulière, Ashley pratiquement tous les jours, et encore aujourd'hui elle arrivait à me surprendre en m'apprenant un truc qui pourtant paraissait si évident entre ce mental et ce corps. Et ça me rappelle cet été où j'ai fréquenté Tommy, on embrasse Tommy, qui est un garçon vraiment charmant, brillant, etc. mais avec qui je n'avais pas de compatibilité dans les projets d'avenir. Et malgré que mon corps, mais par tous les moyens possibles, me disait non, la manière dont il est libre, la manière dont il voit la vie ne te fait pas sentir en sécurité, j'avais tous les signes d'insécurité dans mon corps auxquels je lui exprimais et auxquels il me répondait. Attention, on n'était pas dans quelque chose de toxique, mais sa vision de la vie n'était pas la vision que j'avais, ce que j'attendais, ni ce que lui attendait. Mais non, mon mental était là. Tu devrais peut-être faire ceci, tu devrais peut-être faire cela. Puis s'il répond pas assez, puis s'il répond comme ça, et puis fais comme ça, tu sais. Et Ashley, elle m'observait comme d'habitude, parce qu'elle a l'habitude de m'observer avec chacune de mes conquêtes maintenant. On dirait que j'en ai eu un panel, c'est pas le cas, je vous rassure. Et en fait, c'était assez impressionnant maintenant, avec le recul, de voir qu'en fait, dès le début, mon corps m'a dit « Mais tu n'es pas du tout en sécurité dans cette relation, qu'est-ce que tu veux te prouver que tu peux vivre comme
comme si tu avais 25 ans et que tu étais libre et que tu n'avais pas encore construit tous tes projets d'avenir et que tu te laissais porter. Non, ma grande, tu as 30 et quelques années, tu as envie de construire, tu as envie de stabilité, tu as envie d'un foyer. Et je me souviens que quand je l'ai exprimé à Tommy, il n'a pas du tout été étonné. Au contraire, il m'a dit, mais bien sûr, on est attachés l'un à l'autre, mais ce que j'envisage pour ma vie n'est pas ce que tu envisages pour ta vie. Et je me disais, mais pourquoi ? Tu vois, c'est marrant, je pense que ça va être intéressant pour les gens. Pourquoi on met autant d'énergie à vouloir se prouver ? Je culpabilisais de ne pas être comme Tommy, de ne pas avoir 25 ans, de ne pas avoir envie de voyager, de découvrir plein de choses avant de... Il fallait que je me... Tu vois, t'es pas assez bien pour lui, t'es pas assez ceci, alors que le gars ne me disait pas ça, du tout. Non, mais moi, il fallait que... Voilà. Et tout l'été, je me suis dit, je suis trop ceci, je suis pas... Ça a été rythmé par une culpabilité merveilleuse sur c'est pour ça que je n'ai personne dans ma vie, parce que je ne suis pas encore assez ceci ou assez cela, et que je culpabilisais de ne pas être encore assez ceci ou encore assez cela. Tu voulais fitter à ce que pouvait être quelqu'un de 25 ans. Quoi. Voilà. Mais tu Pourquoi c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire que tu cherchais la fluidité alors qu'elle était juste ailleurs. Et on force la fluidité. On est comme ça. Nous, on se dit, je veux que ça soit comme ça. Je me suis dit que ça serait comme ça. Mon corps, il me dit quelque chose, mais je l'écoute pas. On force la fluidité. Alors qu'en fait, la fluidité, elle est ailleurs parce que là où la fluidité, c'est là où ton corps est. Et lui, il est ailleurs. Et je m'en suis rendu compte avec mon planning, moi. Là, ça y est, je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat. Je me rends compte que je peux pas garder le même fonctionnement que sur le salariat. Sauf que j'ai commencé comme ça en me disant, ma première chose, c'était, il faut vraiment que je me garde du temps pour moi. Donc, il faut que je scinde mon pro et mon perso. Absolument. Et alors, qu'est-ce que je me suis rendue coupable ? Parce que les fois où j'ai un truc pro qui prenait le dessus sur un truc perso, je me disais, mais c'est horrible, regarde, tu prends pas du temps pour toi alors que tu sais que c'est important, alors que j'adore mon métier. Et si c'est un truc perso qui est remplacé par un truc pro, techniquement, mais j'adore tellement ce que je fais que ça me pose pas de problème. Mais je profite même pas de ce que je suis en train de faire. Une communication qui arrive alors que je l'avais pas prévue et que du coup ça prend le pli sur autre chose. Et je me rends coupable. Et du coup, j'apprécie même pas le moment où je fais cette communication, où je fais cet échange, où je fais ce partage, parce que ça a pris le dessus sur un truc et que je me suis rendue coupable de ça en me disant c'est pas fluide. Et j'en ai discuté avec une thérapeute qui m'a transmis, mais toi tu cherches une fluidité qui n'est plus là. Tu es calqué sur une notion de travail qui n'est plus. Aujourd'hui, ton travail, c'est pas le costume de prof de Nina que tu mets et quand tu rentres chez toi, ça y est, t'es la vraie Nina. Dis là, t'es la vraie Nina partout. Donc, il n'y a plus de scission. Pourquoi tu cherches à faire une scission entre ton travail et toi ? Il n'y a plus de scission. T'es toi partout, t'es aligné. Waouh, oh, c'est puissant ça. Et là, je me suis dit, super puissant pour nous trois qui sommes trop entrepreneurs, c'est. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'essayais encore une fois de forcer la fluidité, de me calquer, ça va être comme ci, comme. Alors qu'en fait, la fluidité, elle est ailleurs. Elle est dans. Et du coup, je ne me culpabilise plus d'aller corriger un truc sur ma plateforme de mon école de com animal à 22h, d'aller voir mon cheval à 14h, je me culpabilise plus de ça, ou de pas aller le voir d'ailleurs. Et de le remplacer par une correction sur la plateforme, par exemple, parce que je me suis rendu compte que tout ce que je fais me nourrit. Donc, dans tous les cas, peu importe ce que je vais faire, ça va me nourrir. À partir du moment où je sens que c'est juste, c'est bon. Et j'avais du coup ce truc qui me venait, c'est comment je fais pour prendre du temps off ? Ça veut dire quoi du temps off du coup ? Si le travail s'est mêlé à tout ça, et donc j'en ai parlé à cette thérapeute qui m'a dit, du temps off, c'est du temps où t'as rien de planifié. Elle m'a dit, c'est-à-dire que c'est ni des choses pro, ni des choses perso. Si tu te dis par exemple lundi matin c'est off, ça veut dire que tu peux faire une communication animale. Ça veut dire que tu peux lire un bouquin. Ça veut dire que tu peux partir n'importe où. Ça veut dire que tu peux faire des corrections sur ta plateforme. C'est off parce qu'il n'y a rien de planifié, mais c'est pas off parce que c'est pas du travail. Et c'est venu me décharger de beaucoup de culpabilité du coup. Parce que d'un coup, le réalignement était là. D'un coup, le corps, le cœur et le mental étaient à nouveau ensemble. Moi, je cherchais de forcer une fluidité calquée sur du salariat qui n'est plus, en fait. Donc, c'est lié à de l'acceptation aussi. Il y avait un sentiment d'impuissance, on en parlait dans ce planning. Je me sentais impuissante, comme si je m'étais enfermée dans une prison en voulant créer ma liberté. Parce qu'être auto-entrepreneur, c'est tu te crées de la liberté. Et finalement, c'est terrible parce que tu te culpabilises encore plus, te dire je suis tellement libre, c'est moi qui décide de mon planning et je suis quand même emprisonnée. C'est encore pire. Alors que quand c'est le salariat, tu reportes la faute sur ton patron. C'est plus facile, tu te décharges un peu. C'est lui qui m'a imposé ses heures, machin. Là, c'est toi-même. Donc, c'est encore plus vicieux en termes de culpabilité de ce que tu pourrais sentir.
Ouais, j'adore. J'adore, puis ça résonne tellement. Nous, on a un peu le problème inverse, je trouve. Je vais juste faire un aparté rapide. C'est que moi, je culpabilisais justement de m'offrir une trop grande liberté parce que quand t'es auto-entrepreneur et que t'as des enfants, c'est encore un autre rythme. T'es obligé, entre guillemets, en tout cas, moi, pour mon type de personnalité, mon type de fonctionnement, je suis obligée d'avoir un cadre. Et souvent, je culpabilisais parce que je me disais, du coup, ce moment que j'aurais pu passer avec Ashley ou avec Nina, non, je dois le bosser à travailler, etc. Alors que j'ai choisi l'entrepreneuriat pour être libre. Mais en même temps, je n'ai pas le choix que d'avoir cette discipline-là, donc de lâcher un petit peu la culpabilité de « Ok, c'est pas aussi idyllique que... » Mais en même temps, si, parce que moi, quand je vais courir à 9h et que je vois plein de gens qui sont à leur bureau en train de bosser et que moi, je suis là dans les bois, libre, mais que je sais qu'à 10h jusqu'à 13h, j'ai mes consultations, ok, très bien, c'est pas grave Sophie, c'est pas parce que ce matin t'as pas pu aller voir le dernier Gilles Lelouch au cinéma parce qu'il est sorti, je te rappelle juste que, voilà, donc ça dégage un peu ma culpabilité de ce côté-là, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est l'inverse pourtant. La discipline, c'est de l'amour, c'est une des grandes règles du yoga. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça se vérifie, c'est-à-dire que quand tu t'aimes vraiment, tu vas aussi au bout de tes projets, tu respectes tes propres envies et tes propres plannings, et ça, c'est une logique implacable. Si de la culpabilité vient s'immiscer, c'est qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas pris en compte réellement nos envies profondes. Et que, donc du coup, là, il y a un problème. Effectivement, si par exemple, tu passais ta journée à venir me voir et donc à fuir ton travail, là, tu vas ressentir de la culpabilité. Parce que t'as pas écouté ton ressenti profond, ton besoin numéro 1, qui est d'aller effectivement travailler pour te sécuriser, pour avancer d'un point de vue professionnel et pour toi. Et c'est là aussi où aller voir son cheval peut devenir une culpabilité, comme ne pas aller le voir. Enfin, en fin de compte, c'est qu'on a des choix à faire au quotidien pour avancer. Choisir, on sait très bien que c'est aussi renoncer, mais c'est une grande règle. Mais renoncer à quoi ? À un plaisir, ou à son travail, ou à... En fait, peu importe. Toujours est-il que c'est vraiment instant par instant et que parfois, il faut aussi savoir revenir soit à sa propre discipline, à ce qui est profondément important pour soi, ou parfois de temps en temps lâcher. Ça se fait vraiment au coup par coup et il n'y a que soi pour... on est une boussole, hein, en fait, on est une boussole. Et parfois on a un petit peu dépassé la borne, on n'a pas su respecter ou faire respecter nos besoins et on peut toujours revenir dessus sans continuer à se faire souffrir une fois qu'on s'en est rendu compte en culpabilisant justement. Ça m'amène à une notion de réparation, ce que tu dis, et même vis-à-vis des enfants, quand on en parlait tout à l'heure, tu vois, tu disais, Sophie, il y a des choses, je me rends coupable d'invalider leurs émotions, mais en fait, ça s'arrête pas là, la vie. Ça s'arrête pas à ça. Et si tu as réussi à prendre conscience que, ben là, tu t'en veux, rien ne t'empêche d'aller voir tes enfants et de leur dire, ce qui s'est passé là, c'est peut-être pas si juste. Moi, j'ai réagi comme ça parce que j'ai des propres blessures, etc. Ce que tu veux, avec les mots qui passeraient pour l'expliquer à un enfant, mais en fait, tu peux réparer. Ouais, je fais tout le temps ça. Et c'est génial. Ouais, mais pour autant, je culpabilise encore parce que j'ai un niveau d'exigence et de perfection sur lequel je travaille, tout le temps. Rien que là, quand on échange, je y travaille, c'est un échange. Les gens qui vont écouter ce podcast, ça va être aussi un travail pour eux quand ils vont, tu vois, tout est leçon tout le temps, mais ça, c'est dur. Et pour citer l'exemple, parce qu'il peut être intéressant, parce que je crois que, en fait, Ashley parlait du fait que j'invalide pas mes émotions parce que je suis arrivée ici de très mauvaise humeur et très triste, alors que théoriquement dans ma vie tout va. J'ai réinjecté de l'argent dans mes sociétés, j'ai une bonne hygiène de vie, je suis en forme, je me trouve être une très jolie femme, j'ai des enfants merveilleux, des amies merveilleuses, et en fait je ressens énormément de colère et de tristesse. Et là, elle m'a dit, vous m'avez dit toutes les deux, mais pourquoi en fait ? En fait, je culpabilise de ressentir des émotions qui ne semblent pas correspondre à la vie parfaite que je peux penser avoir ou que je peux représenter pour quelqu'un de l'extérieur. Et on a fait le parallèle avec le fait que j'engueulais mes enfants parce que je leur ai construit une magnifique cabane dans la maison et un nouvel espace pour créer un espace créatif, et qu'elles ont pleuré pour un truc qui n'avait aucun rapport, un bonbon que je leur ai pas donné, que je leur ai dit mais vous vous rendez compte, vous avez ça et vous avez ça et vous pleurez. Waouh! En fait, il y avait un énorme parallèle avec moi qui me dit j'ai ça mais je pleure. Donc là, je vais vous laisser faire l'analyse en ligne de ce que vous m'avez fait comme ce matin, mais c'était ça, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est ce dont on parlait depuis le début, mais invalider ses émotions, c'est se rendre coupable. Quand on dit à un enfant qui est en colère, ça arrive très très tôt dans notre vie, en fait,
Vous aviez envie de manger un bonbon, il était 11h. Je prends cet exemple débile, mais c'est parce que c'est vraiment très simple à comprendre. Il est 11h, vous avez un sachet de bonbons, vous avez envie d'en manger un. Votre parent vous dit non, parce qu'il est 11h et qu'on va manger bientôt. Mais à 4 ans, 3-4 ans, on n'est pas du tout capable d'intégrer cette notion de santé, de problématique, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Une vague de colère, de frustration qui monte fortement. Et là, vous commencez à l'exprimer. En voulant quand même apprendre le bonbon, en criant, en pleurant, comme l'enfant peut exprimer une colère. Enfin, voilà, il n'y a rien de spécifiquement ni rationnel ni logique. C'est l'expression de la colère, du cri, se rouler par terre, taper du pied, claquer une porte, enfin, peu importe. Et là, le parent va vous dire, mais déjà, c'est ridicule ce que tu fais, parce que de toute manière, voilà, on peut entendre t'es ridicule, t'es pas belle quand tu cries, pourquoi Calme-toi. Mais calme-toi, ça sert à rien de se mettre dans cet état-là pour un bonbon puisque tu l'auras après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce moment-là? Un parent qui invalide en fait une émotion, peu importe par quelle manière, ou avec tout ce que je fais pour toi, déjà je t'ai acheté des bonbons, tu devrais être content plutôt que de vouloir le manger tout de suite. Bonjour. Et oui, donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Ah, donc ce qui est en train de m'arriver là, ce que je suis en train de vivre et que de toute manière je ne peux pas contrôler, ça me rend ridicule, ça monte, j'obtiens pas, parce que de toute manière on m'a pas donné le bonbon, et en plus mes parents ils m'aiment pas. Ils invalident. Ils me trouvent ridicule, ils me trouvent moche, ils me trouvent ceci, cela, trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oula! Quand ça va arriver la prochaine fois, il faut que je fasse attention à ce que ça ne sorte pas, puisque déjà d'une, ça va servir à rien, et en plus de deux, ça va être très fortement invalidé. Donc, qu'est-ce qui se crée chez nous? Une substitution à la colère, donc on va aller pleurer dans la chambre en étant triste, sans voir qu'en fait, c'était pas spécifiquement de la tristesse, mais de la colère qui était à la base, mais on va substituer par quelque chose qui passe mieux. Ah bah quand je pleure, on me crie moins dessus, ça énerve moins le parent, ça passe mieux quand je pleure. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme il faut quand même exprimer d'une manière ou d'une autre, et bah je vais pleurer. Ou alors chez d'autres enfants, bah, ils vont aller taper les copains à l'école, ils vont, en fait peu importe, mais comme c'est invalidé de toute manière, ou si on les a tapés, ils vont aussi taper. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, ah bah quand je ressens ça, faut taper. Puisque c'est ce que fait mon parent. Hein. Quand lui, il est en colère par mon comportement, il me tape. Donc, ou il tape quelque part, il tape quelque chose, peu importe. Donc, il va aller aussi frapper, devenir violent. Quoi qu'il arrive, invalider ses propres émotions, c'est aussi invalider celles des autres. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de ne pas accepter ce qu'on ressent, on n'accepte pas ce que ressent l'autre. Que ce soit un humain ou un animal. Typiquement, le cheval qui a peur de tout. « Oh, je comprends pas, il a peur de tout !» cette voix-là, mais parce que les gens qui sont comme ça, c'est vraiment « Ah, il voit des fantômes, c'est n'importe quoi !»« Ah, il est méchant, c'est vraiment un mauvais cheval, il mord, il est agressif, c'est un con. » Non, arrête. Commence déjà par accepter ce qui se passe en toi. Arrête d'invalider. Oui, mais exactement. Arrête d'invalider ton propre ressenti, puis tu pourras enfin peut-être découvrir et accepter celui des autres. Et c'est pas parce qu'on accepte le ressenti de l'autre qu'on n'a plus aucune liberté de mouvement. Bien au contraire. Quand on accepte et qu'on commence à valider ses propres émotions et que du coup on valide celles des autres, on devient un humain digne de confiance, on devient quelqu'un qui s'aime, hein, c'est l'amour vers soi, c'est vraiment ce dont je te parlais tout à l'heure. Comment on fait? Donc c'est pour ça, pour moi, la clé, allez je me recadre, la clé en fait pour commencer à avancer dans la libération par rapport à la culpabilité, c'est donc de valider ses émotions, de valider son ressenti. Et quand tu parlais des chevaux, je me disais c'est ouf parce que on a déjà tellement de mal à reconnaître nos propres émotions à nous. Donc c'est dur de les valider chez quelqu'un d'autre de notre espèce. On parlait des enfants par exemple. Mais quand c'est une autre espèce, quand c'est en plus chez un animal, déjà que tu n'arrives pas à valider tes propres émotions, du coup tu n'y arriveras pas sur des gens qui sont de la même espèce que toi, mais alors sur des individus qui carrément vivent les émotions peut-être similaires, mais pas de la même manière que toi parce que c'est une autre espèce, là t'es encore plus coupé. Exactement. Et là, c'est là que tu vas avoir des problèmes avec l'animal en question. Moi, en ce moment, j'ai un truc avec Just Star, toujours. Et en fait, je ne comprenais pas depuis le début pourquoi... alors, moi, j'ai des problèmes de départ au galop. Enfin, ça s'est un peu... ça s'est vraiment calmé, là, récemment. Et en fait, je pense qu'il y avait une culpabilité très inconsciente que j'avais vis-à-vis de Just, que j'ai acheté dans l'optique de pouvoir sortir en compétition ou sauter, faire quelque chose de plus classique, on va dire, et pas spécifiquement avec lui de l'accompagnement. Mais comme je fais de l'accompagnement et comme je suis vraiment dans le ressenti, l'émotionnel, la douceur,
je culpabilisais de vouloir emmener Just sur des terrains de concours, de faire des choses avec lui. Et en fait, du coup, forcément, j'arrivais pas à avancer dans exactement ce qu'il fallait faire pour y aller, le galop, etc. Mais même en liberté, il y avait des problèmes. Et en fait, récemment, je me suis dit, non mais il y a quelque chose, je m'en sors pas. Et j'ai franchi le cap, j'ai appelé quelqu'un, de CSO en plus, pour venir m'aider et me dire qu'est-ce que t'en penses, pourquoi est-ce que mon cheval il bug au galop, pourquoi il veut pas partir. Quand je dis bug, c'est tête entre les jambes, youp la boum. Déjà je l'ai débourré, et je sais qu'il n'y a pas eu de manquement au niveau de son éducation, enfin je me fais confiance là-dessus. Et en fait la démarche de demander à quelqu'un de venir a fait que lui en fait il lui a juste mis un cadre, mais lui il n'est pas coupable de lui demander de galoper et de faire du concours, il se sent pas coupable, lui vous avez des chevaux. Conclusion, il a quasiment rien fait de plus que moi, mais ça a réglé, lui il a pas eu le problème en fait. Et là je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Il était un peu plus cadrant, un peu plus ferme, mais il lui a dit non, parce que il a quand même l'habitude de faire son truc. Il lui a dit non, il a mis vraiment un léger coup de stick derrière pour lui dire je suis là, ma demande c'est juste avance, mais il a pas été dur du tout, il a bien accepté de monter sans mort, etc. Et là je me suis dit, ok, c'est toi, il y a un truc. Et en fait quand il a fait ça, d'un coup je me suis visualisée aller en concours, mettre mon cheval dans le vent, me faire plaisir, aller sur des terrains de concours et tout. Et du coup, j'ai eu trop envie de le monter et de faire, et ça s'est débloqué. Et là, j'ai réalisé en fait que j'étais en train de me frustrer, de réfréner une envie par culpabilité d'avoir cette envie, alors qu'en fait, j'étais hyper bien, hyper en adéquation. J'ai fait des exercices avec lui, je me suis mis la Marseillaise, j'ai mis la couverture, je lui ai mis le flot sur la tête. Putain, mais pourquoi je suis pas là dans ces moments-là? Ça, je suis tout le temps là, mais pas là. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. La visualisation que j'ai, c'est ça. Ce que je veux vivre avec lui dans le calme et dans notre harmonie, c'est aussi une dimension, une dynamique sportive. Et quand je l'ai accepté, ça a fait comme une sorte de libération. J'ai été bosser avec lui en liberté. Il m'a fait des trucs qu'il voulait pas. Le fameux galop autour de moi en cercle, il l'a fait alors qu'il le faisait pas. C'est comme si ça commençait vraiment à lâcher. J'ai galopé sur son dos, tout va bien. Enfin, ça lâche. Et elle était là. Et le point, il faut quand même se le dire, quoi. C'est que j'aurais pu me dire que c'était des gros problèmes techniques et tout. Ou physique pour lui. D'ailleurs, je me disais, ça doit être physique, il y a un problème, alors qu'en fait, ça venait de... Regarde la communication qu'on avait faite. J'avais communiqué avec Just. Grosse blessure d'humiliation. Ouais, en plus. Et toi, tu n'osais pas le sortir. Fallait pas le montrer. Donc, en fait, c'est comme si la blessure d'humiliation était renforcée. Et là, d'un coup, tu te dis, je le vois, grand cheval de star, tu l'as habillé, tu l'as mis en avant. Et lui, c'est venu que mettre de l'amour sur cette grosse blessure d'humiliation. C'est marrant hein, quand même, excuse-moi du coup je te coupe, mais c'est comme s'il y avait une part en toi, tu vois, parce que t'es thérapeute, que tu travailles sur la douceur, la compréhension, l'éthologie, le mental, le psychologique, l'émotionnel, enfin voilà, déjà quand on te voit, on ne respire que l'amour et la douceur, c'est pas pour rien que j'étais attirée par toi, mais... c'est comme si cette partie-là, elle avait pas le droit, elle devait se sentir coupable d'aimer aussi le concours, l'adrénaline, la compétition, monter dans le vent, se lever à 5h du mat, forcer un peu au cul du cheval parce qu'il est 5h puis qu'il a pas envie de sortir du pré. Mais en fait, c'est tellement... Moi, je me reconnais pour d'autres exemples, pour mes relations aux hommes, pour mes relations aux chevaux, mais en fait, on a le droit d'être une multitude de facettes, quoi. Pourquoi on s'autorise pas? Pourquoi, par exemple... Après, on peut parler de plein de domaines, hein. Moi, c'est tout de suite le sexe qui me vient à l'esprit. Mais on en a parlé, et c'était trop intéressant. La sexualité, c'est... Oui, vas-y. C'est ça, mais pourquoi est-ce qu'on devrait être une princesse et pas une chienne, et pourquoi on peut pas être les deux? Enfin, tu vois, ce podcast, on se sent toujours coupable quand on est aligné avec quelque chose. Pourquoi? On peut même parler de bouffe. Moi, j'adore manger des trucs hyper healthy, limite vegan, et puis il y a des fois où je vais avoir envie de me faire un putain de burger gras dégueulasse avec des frites que je vais tremper dans une sauce. Non, j'ai pas le droit, c'est mal, tu vois, faut toujours qu'on se culpabilise parce qu'on a plusieurs envies. Mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument dans notre société, dans nos machins, tu vois? Mais regarde dans le sport. On est à fond là. Mais oui, parce que regarde dans le sport comme c'est horrible. Tu sais, ces grands sportifs qui doivent manger super bien et qui s'autorisent de temps en temps un repas pas sain. Ils l'appellent a cheat meal. Littéralement le repas de triche. Le repas que... Mais c'est horrible en termes de culpabilité. Même en Ayurveda, quand tu détailles Ayurveda, il y a une partie qui te dit il faut aussi des aliments industriels, il faut aussi des trucs comme ça, parce qu'en fait, on est un équilibre. Tout est question de juste équilibre. Ça veut pas dire qu'on va manger des burgers tout le temps, mais ça veut peut-être pas dire qu'on va se forcer à manger des lentilles corail tous les jours. Quand tu écoutes ton corps, en fait, honnêtement, force-toi à manger des burgers pendant une semaine, tu vas voir que ton corps il en peut plus et te demande au secours, je veux du légume. Donc en fait, quand tu écoutes ton corps, tu ne feras pas n'importe quoi. Et ça, c'est ce que je le dis. Je le dis à chaque fois. En fait, quand tu te réalignes et que tu es dans l'amour, et dans l'écoute et dans l'accueil de ton émotionnel,
tu peux te faire 100% confiance sur tous tes choix. Ton corps te guidera, quoi qu'il arrive, vers la bonne chose pour toi. Juste, je reviens sur la blessure d'humiliation parce que je l'avais dit justement, je l'avais marqué en me disant c'est super important, on n'en avait pas parlé en plus. Ce podcast va faire 4 heures. Ouais, 44 minutes. La blessure d'humiliation, elle est fondée sur la culpabilité. En fait, quand on souffre de cette blessure, c'est justement la culpabilité de trop aimer ressentir avec ses sens. Donc, en fait, la blessure d'humiliation, c'est je suis coupable de trop manger, d'aimer manger, en fait, pas de trop manger, d'aimer manger, de prendre du plaisir à mettre dans ma bouche, à goûter des goûts, à manger du sucre. Je suis coupable de trop aimer mes sens, donc ma sexualité, jouir de mes sens. En fait, on se rend coupable de trop jouir de ses sens. Elle est vraiment très particulière, cette blessure, et elle peut être présente et visible très très tôt dans la vie d'un enfant. Et c'est pour ça que moi je fais super attention. Moi j'en ai une qui est comme ça. Elle adore manger, elle adore danser, elle adore câliner, elle adore embrasser. Et en fait, elle adore vivre et expérimenter la vie à travers ses sens. Et comment on soigne et on travaille sa blessure d'humiliation? En acceptant, d'être comme ça, d'aimer expérimenter la vie, de jouir de ses sens, de tous ses sens. C'est incroyable. En fait, je sais pas pourquoi, mais pendant que je vous écoute, j'ai écrit 3 prénoms sur ma feuille. On parle de j'ai envie de chialer. On parle de culpabilité, mais vraiment, j'ai écrit le prénom de mon aîné, le prénom de mon cheval dont j'ai parlé, et le prénom de mon chat qui est plus chez moi et qui est parti. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien avec ce que ça représente en termes de culpabilité chez moi. Mais c'est ouf, tu vois, ton exemple. On va jamais l'arrêter de ce podcast parce que je pense à Mélina, justement, mon aînée, quand elle dit manger, prendre du plaisir, elle adore le sucre. Et je suis toujours, mais chaque jour en train de lui dire de toute façon, tu manges pas assez équilibré, tu manges que du sucre, tu manges que du sucre. Elle cache des petits biscuits sous son oreiller pour pouvoir manger ses petits biscuits en cachette parce que maman, la psychopathe, ne veut pas qu'elle mange trop de sucre. Mais tu sais ce que je vais faire, meuf, en rentrant chez moi, vous savez ce que je vais faire? Mais je vais lui faire une petite boîte dans laquelle je vais lui ranger tes biscuits et qu'elle va pouvoir les manger quand elle veut, ma gamine. Lui foutre la paix. Voilà, vous devriez tous faire la même chose avec vos gosses. Foutez-leur la paix. Non, mais en mais fait, c'est vrai, super important. C'est super important. Moi, du coup, moi, je me bats contre les personnes extérieures qui peuvent dire à mes enfants: oh bah dis donc, tu te portes bien. Ah bah la cantine est bonne. Ah mais on est bouboule, hein. Ah bah toi dis donc, t'es toute grassouille. Oh bah dis donc, alors on fait un aparté, mais elle est pas du tout grosse. Elle est vivante en fait. Elle est charnelle. Elle représente tellement la vie. Ouais. Elle aime tellement mais faire des câlins, être dans la D'ailleurs, vie. t'as envie de la câliner. Elle aime danser, elle aime tout ce qui passe par les sens en fait. Et elle aime manger, et elle aime le sucre. Et en fait, je ne la réfrène pas. Je lui explique par exemple les conséquences du sucre sur la santé, comme ça peut nous faire sentir mal, ou du coup effectivement quels sont les bons légumes, etc. pour le corps, mais il faut faire super attention. Et moi j'ai tellement peur qu'elle se sente coupable d'aimer manger, etc. En fait c'est ça qui génère ensuite les problèmes d'obésité, de surpoids, etc. C'est ça qui génère les dérives. C'est la culpabilité, c'est pas en soi de mal manger, c'est vraiment le fait de se punir via la nourriture en se confirmant à soi-même qu'effectivement on est quelqu'un qui sait pas se réfréner, qui est mauvais, qui est pas bien. C'est une manière de se faire du mal, hein. C'est une manière de se maintenir dans sa blessure. Donc autant faire tout ce qu'on peut avec nous. Déjà ça commence par nous-mêmes, avec notre propre exemple, hein. Si moi je mange un truc et je me dis qu'est-ce que je suis grosse d'avoir mangé ça, franchement je me sens mal d'avoir mangé ces 3 crêpes, ah non moi je mange pas ça parce que nanani. Mais en fait l'enfant il entend et lui il a envie de les manger. Donc comment il se sent? Moi ma mère me l'a fait, hein. Ashley, tu vas vraiment manger tout ça? Ashley qui pèse 35 kilos toute mouillée, je tiens quand même à vous le dire. Et sa mère a fait une obsession sur son poids toute sa vie. Mais terrible. Non mais on est horrible, les gens ne voient pas, mais moi je vois. Je suis allergique au poids. Donc déjà, rien que ça, ma mère était jockey de course, donc elle a eu à faire très attention à son poids, elle a eu des vrais troubles du comportement alimentaire. Et elle m'a transmis ça parce que moi, enfant, elle me disait toujours que j'avais des gros os, que j'étais grosse, que je mangeais trop. Non. Mais si, bien sûr que si. Mais encore aujourd'hui. Ah
Ah bah dis donc, ouais, c'est vrai que là, tu te portes bien. Ah, là, faudrait... tu Ah, vois. ça vous ayez une vidéo pour voir Ashley, parce que vraiment... La mère d'Ashley, elle est incroyable pour ça. C'est là qu'on se rend compte du regard qu'on porte sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce qu'on veut, qui est totalement déformé par rapport à la réalité parfois, et qui peut nous ramener à cette culpabilité, parce qu'il y a un truc sauveur aussi, elle voulait se sauver elle-même quelque part, et donc elle s'est rendue coupable pour te sauver toi, alors qu'il n'y avait rien à sauver du tout, regarde-toi, enfin tu vois, c'est ça que je me dis, c'est ouf, et c'est vrai que plus on prive, mais regardez, un enfant à qui tu vas interdire quelque chose, il a qu'une envie, c'est de se jeter dessus. Moi, quand j'étais petite, on habitait en Corse, on avait un énorme cactus devant chez nous, et mes parents me disaient toujours, surtout, tu touches pas au cactus. Et je suis revenue, j'avais 17 épines plantées dans les mains, parce que ils ont passé une soirée à la pince à épiler, à enlever, mais parce que c'est terrible en fait, et c'est pareil, t'as le placard à gourmandise, c'est là qu'il y a le Nutella, les gâteaux, et t'y touches pas, ou parfois il n'existe pas ce placard, c'est encore pire, parce que là au supermarché, les gamins ils veulent tout prendre. Et si simplement ça devenait autorisé ? Et si simplement c'est autorisé, tu n'as plus la question du désir interdit, qui finalement te stimule, et c'est très lié au sexe, c'est pareil, si tu t'autorises, alors il faut une personne de confiance, etc. Mais si tu t'autorises autant à être dans ce côté très yin, sensuel, autant dans ce côté yang de je domine, et il n'y a plus de dérives, il n'y a plus de choses enfouies qui ont besoin de s'exprimer parce que tu peux les exprimer. Il y a plus d'humiliation. Les amis, je savais 4 fois que je le dis, mais il est long et il est tellement incroyable ce podcast. Oui. Ouais, vraiment. Mais la culpabilité sous-tend en fait quasiment toute notre culture déjà. Donc honnêtement, enfin, j'ai pas envie de faire, on va pas faire un truc redondant là-dessus parce qu'en plus ça nous aide pas à avancer. Il est 12h12 au moment où on dit ça. Mais oui, mais ça sous-tend tout. J'ai pas envie de parler de religion, etc. parce qu'on a pour 4 heures, mais tout ça fait partie de notre culture et donc forcément ça joue. Et donc notre voix du mental nous dit des choses qui sont pas agréables à entendre pour nous et qui nous punissent, littéralement, des choses méchantes et qui vont à l'encontre de notre manière de ressentir les choses et de les vivre. Donc tout simplement, pour dépasser le sentiment de culpabilité, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas du tout à venir travailler avec les chevaux pour mettre ça en évidence. La dernière communication que j'ai eue avec un cheval vis-à-vis de sa mort, sa gardienne s'en voulait beaucoup, il l'a transmis, elle a décidé de s'auto-flageller avec le fouet de la culpabilité. Oui, oh là, on va dans l'extrême, Et en fait, il transmettait, il y a une situation qui s'est passée. Elle a décidé d'en retirer quelque chose. Est-ce qu'elle pense vraiment, qu'au fond, c'est ce que l'univers voulait qu'elle retire de cette situation ? Qu'elle se rende mal, qu'elle se dise « je peux avoir pas confiance en mes ressentis, je ne sais prendre soin de personne ». Est-ce que vraiment l'univers il avait envie qu'elle retire ça de cette situation ? Je ne pense pas. Elle avait à apprendre l'importance de l'amour, même dans la perte, l'importance du recul et du détachement vis-à-vis des épreuves. Il a cité plein de choses. Ça, c'est ce qu'elle aurait dû retirer de cette situation. Elle a décidé de prendre un chemin, c'est son problème. Mais quelque part, ça lui a redonné de la responsabilité et ça lui a fait tellement de bien à cette femme parce qu'elle s'est rendue compte que, effectivement, il y a une situation, à toi de choisir ton interprétation. Regarde avec ton cheval, il balance ton sac de pansage par terre. Soit tu ris, soit tu pleures. Oh, saoul, t'es encore pénible, t'as renversé mon sac. Ou, t'es vraiment rigolo quand même. C'est la même situation, mais t'as choisi 2 points de vue différents. Pareil avec la culpabilité, une situation. Si tu fais des choix juste alignés à toi, tu t'écoutes. T'es aligné, il n'y a plus de culpabilité, comme tu disais, c'est cette coupure, si elle est plus là, il n'y a plus besoin. Si elle est là, c'est que quelque part, il y a peut-être un petit travail de reconnaissance à faire là-dessous. Et effectivement, faites-vous aider si c'est trop dur. De libération du regard des autres aussi, évidemment, puisque c'est souvent la voix de l'autre, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je suis une mauvaise personne... Enfin bon, en fait, c'est très très vaste. Et c'est là où justement un regard extérieur va vous permettre de prendre conscience de ce qui se passe en vous. Comme vous êtes coupé, sûrement vous n'en avez pas conscience, donc déjà voilà, c'est là où le regard extérieur est super important, et notamment le travail. En plus, si vous avez un cheval, comme ça, vous avez vraiment dans votre vie, on parle souvent, on en a parlé dès le départ avec le podcast de l'effet miroir, mais votre vie, c'est un indicateur de ce qui se passe en vous et de ce dont vous vous privez. Si vous vous privez d'argent, c'est aussi une manière de se priver de ses propres sens, de sa propre jouissance de la vie. Attention. Il y a aussi de son corps. Donc en vous reliant à votre corps, à votre énergie, de la sexualité, de la féminité, de la sensualité, vous pouvez aussi renouer avec l'argent en vous libérant de la culpabilité. Il y a beaucoup de liens aussi. Et je trouve que c'est toujours passionnant. Je pense que vous ne direz pas le contraire en tant que thérapeute, praticienne. Enfin voilà.
Moi, j'adore quand les gens sont pas en conscience d'eux et tu vois, et je vais faire un tirage et je vais mettre le doigt justement sur ça, sur cette culpabilité, je parle rarement en plus de mes pratiques, de mes pratiques de cartes dans les podcasts, mais là pour une fois, c'est venu. Tu sais, tu sens que t'es sur leur chemin, que tu touches, que là tu comprends l'origine et là c'est comme si, en fait, comme tu disais, puisqu'ils sont coupés de leur ressenti, ils voient pas leur culpabilité et au moment où tu mets le doigt dessus, énergétiquement tu débloques tout un tas de trucs et c'est fantastique. Je veux dire, t'imagines voilà ce que t'exprimais par rapport à toute ta patientèle et leur lien avec leurs animaux et tout le rapport. Toi pareil dans les chevaux, et je trouve ça génial parce qu'une fois que t'as vu ça t'ouvre plein d'autres perspectives et c'est la porte ouverte sur d'autres portes ouvertes sur d'autres portes ouvertes. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a permis de prendre conscience de ce qui se passe en vous et de la probable culpabilité que vous pouvez générer face à vos ressentis. Voilà, c'est pas de la culpabilité réellement qu'on ressent, mais c'est plutôt la coupure qu'on ressent. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour nous, ça nous encourage à continuer. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez aller explorer ça en profondeur et vous en libérer. À très vite. À bientôt, merci. Merci beaucoup, à très vite.